Bonjour, Myriam Kokaïna. Bonjour, On va parler de la solidarité. La solidarité, c'est ce que la presse y revient largement, socle de notre société ici au Maroc. Et cette solidarité s'organise actuellement. Oui, je reprends mon souffle un peu parce que j'ai un peu couru. Alors, on le sait, l'épisode dramatique a ému et marqué toute la population. D'ailleurs, le brief rapporte la création d'un comité de solidarité avec les victimes réunissant partis politiques, syndicats et associations de la société civile. Au-delà de l'aide immédiate aux sinistrés, ce comité réclame la reconnaissance officielle de Safi comme zone sinistrée et l'ouverture d'une enquête sur les causes structurelles du drame. La solidarité, donc, ne se limite pas à l'émotion, elle devient aussi exigence de responsabilité et de justice. Reprenez votre souffle, tranquillement. Voilà. Donc, la solidarité au Maroc, qui, vous le disiez déjà avec ce premier journal, effectivement, qui s'organise et, Oui. et qui se poursuit. Et ça monte petit à petit dans le pays. C'est un esprit de mobilisation qui n'est pas nouveau. Et comme le rappelle le Maroc diplomatique, face justement aux catastrophes naturelles, la société marocaine fait preuve d'une capacité de mobilisation rapide, massive et souvent spontanée. Al-Haouz hier, à Safi aujourd'hui, les mêmes scènes se répètent. Jeunes volontaires, collecte de dons, distribution de nourriture, une entraide qui traverse les générations, les territoires, les classes sociales et qui constitue l'un des piliers silencieux de notre cohésion nationale. Et cette dynamique citoyenne trouve un prolongement au plus haut niveau de l'État. Selon le 360 sur haute instruction royale, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a lancé l'opération Grand Froid, mobilisant un dispositif national pour venir en aide à 73 000 ménages dans 28 provinces touchées par le froid, les pluies et la neige, denrées alimentaires, couvertures, équipes médicales. L'action humanitaire s'organise jusque dans les douars les plus reculés avec l'appui des forces armées royales et aussi des autorités locales. Et dans le même esprit, le matin souligne que le ministère de l'Intérieur, toujours en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a activé un dispositif renforcé de veille et d'intervention face aux perturbations climatiques de l'hiver 2025-2026. Un centre de pilotage a été mis en place au niveau central. Des comités provinciaux ont été activés sur le terrain. Leur mission est de suivre l'évolution météorologique en temps réel, coordonner les intervenants et déclencher des actions préventives avant que la situation ne devienne urgente. En somme, face à l'épreuve, le Maroc ne tient pas seulement à ses infrastructures, mais par ce lien invisible entre ses citoyens et ses institutions. C'est ce qu'on appelle la solidarité marocaine. Alors, je vous le disais dans le sommaire, on va beaucoup parler d'Afrique ce matin avec nos deux invités. On parlera d'investissement, on parlera de l'Afrique qui avance, en tout cas économiquement. Et la presse aussi se demande si, oui ou non, on va vers la création d'une nouvelle monnaie africaine. Tout à fait, ce n'est pas un nouveau débat, c'est une question qui revient. Et selon APA News, la CEDEAO maintient son objectif de lancer l'ECO, la monnaie ouest-africaine. Officiellement, l'ambition est justement de faciliter les échanges intra-régionaux, de réduire la dépendance aux devises étrangères et d'approfondir l'intégration intra-régionale, l'intégration économique tant recherchée. Mais derrière ce projet d'unité, l'ECO se heurte à un obstacle structurel, partager une monnaie qui suppose céder une part de souveraineté, alors même que les économies ouest-africaines évoluent à des rythmes très différents. Résultat, le lancement de cette monnaie reste suspendu à des réformes fiscales, budgétaires et institutionnelles encore inégalement engagées. Pendant que la CEDEAO temporise, l'économiste du Faso décrit une dynamique différente du côté des pays de l'AES. Pour eux, la question monétaire s'inscrit dans une rupture politique assumée. Après les sanctions et les tensions régionales, la monnaie devient un symbole de souveraineté retrouvée et de rejet de mécanismes jugés contraignants. Mais là encore, le discours se heurte aux réalités économiques parce que créer une monnaie ne se fait pas automatiquement et ça nécessite de la stabilité. Sans réserve de change solide, sans crédibilité internationale et sans prêteur en dernier ressort, une monnaie nationale ou confédérale peut rapidement devenir un facteur de vulnérabilité, alimentant inflation et surtout instabilité financière. Et c'est précisément ce constat qui explique, selon Maliweb, la priorité donnée justement par l'AES à la création d'une banque confédérale pour l'investissement et le développement. Dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, cette banque vise à financer les infrastructures, l'énergie, l'agriculture
et la sécurité alimentaire. Avant la monnaie, les États sahéliens cherchent à bâtir un outil financier commun capable de soutenir l'économie réelle et de donner une assise concrète à leurs projets politiques. Alors on sait que le plastique est un facteur extrêmement polluant pour la planète tout entière, les océans en particulier, mais le plastique biodégradable est-il une solution pour lutter justement contre cette pollution ? Vous l'avez dit Rachid, le plastique est partout, il le pollue et sa fin reste une énigme mondiale. Selon France 24, l'humanité produit chaque année près de 370 millions de tonnes de plastique, mais à peine 10% sont réellement recyclés. Face à cet échec, une promesse revient en force, celle des plastiques 100% biodégradables, capables de faire disparaître le problème à la source. Mais cette solution apparente soulève une autre question que l'on n'avait pas vraiment vu venir. Que devient toute une industrie construite autour du recyclage si le plastique lui-même est appelé à disparaître ? Et Contexte montre l'envers du décor industriel en Europe. Loin d'un âge d'or du recyclage, les usines de plastique recyclé ferment les unes après les autres. Écrasées par la concurrence internationale, le plastique neuf que l'on connaît, qui est moins cher. Résultat, même recyclé devient économiquement fragile. Le recyclage n'est plus seulement un enjeu environnemental, c'est une filière menacée, dépendante de choix politiques et surtout de marchés aujourd'hui mondialisés. Et dans le continent, la difficulté est encore plus concrète. Au Gabon, rapporte LSI Africa, l'interdiction des sachets plastiques à usage unique est officiellement en vigueur depuis septembre de cette année. Mais sur les marchés et dans les petits commerces, la mesure peine à s'imposer. Les alternatives biodégradables coûtent jusque 2 fois plus cher, rendant leur adoption difficile pour les petits commerçants. Résultat, une application inégale, des dérogations informelles et une politique environnementale qui peine à s'ancrer dans le quotidien. Et à l'autre bout de la chaîne, qu'on oublie souvent, la France 24 révèle la face sombre du recyclage dans les pays du Sud. Au Vietnam, des villages entiers vivent du tri de la transformation plastique au prix d'une pollution extrême, méthode artisanale, absence de réglementation, exposition à des substances toxiques. Le recyclage, censé être une solution, devient un risque sanitaire majeur avec des taux de cancer alarmants. Rappelons que ces travailleurs de la transformation écologique ont une espérance de vie de 10 ans inférieure à la moyenne nationale. C'est une donnée qui date de 2008, d'après le ministère de l'Environnement. Et dans ce cas, le plastique ne disparaît pas, il se déplace et avec lui ses conséquences. Alors, il y a peut-être une solution, en tout cas une innovation coréenne pourrait apporter une réponse au recyclage du plastique. On l'espère, mais je vous ai expliqué quelle est cette solution. Une solution qui est expliquée par la Provence. Donc, des chercheurs sud-coréens ont mis au point une technologie capable de décomposer le plastique en, écoutez bien, 0,01 seconde sans émissions toxiques pour le transformer en molécules réutilisables. Alimentée à l'hydrogène, cette technologie promet un recyclage quasi neutre en carbone, une rupture potentielle, non plus recyclée pour limiter les dégâts, mais transformer le plastique en véritable ressource. Mais j'aimerais conclure, Rachid, le plastique biodégradable, c'est une solution qui a l'air vertueuse et qui déplace souvent le problème sans le résoudre réellement. En effet, elle révèle surtout notre incapacité à réduire l'usage du plastique dans des sociétés où même un simple grain est emballé dans un plastique et qui n'a pourtant comme horizon que notre poubelle, malheureusement. Le plus grand défi reste aujourd'hui d'accepter que le confort immédiat a un coût invisible, que quelqu'un, quelque part, finit toujours par payer. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 décembre 2025. Quel autre 17 décembre avez-vous choisi dans l'histoire ? Toujours un saut dans l'histoire, et cette fois, je vous emmène au 17 décembre 1903 sur une plage venteuse de Caroline du Nord aux États-Unis. Ce matin-là, 2 frères, Orville et Wilbur Wright, s'apprêtent à tenter ce que beaucoup jugent impossible, faire voler une machine plus lourde que l'air propulsée par un moteur. Ce jour historique a connu donc le premier vol motorisé de l'humanité. L'aviation moderne est née. En un siècle, cette innovation a transformé notre rapport au monde, traverser un océan, relier les continents, rapprocher les peuples, voler est devenu banal, mais ce progrès a un coût.
aujourd'hui. Selon les données de l'Agence européenne pour l'environnement, un vol long courrier émet en moyenne entre 1 et 2 tonnes de CO2 par passager et l'aviation représente 2 à 3% des émissions mondiales de CO2, un chiffre, on le sait, en hausse avec la multiplication des vols. Et le paradoxe est là, ce qui nous a donné des ailes contribue aujourd'hui au dérèglement du ciel que nous traversons. Et le défi de notre siècle n'est plus d'apprendre à voler, mais de comment nous allons continuer à le faire. En tout cas, les avionneurs, comme on dit, les constructeurs d'avions tentent de trouver la solution pour polluer moins. Mais voyager moins, je crois que ça ne va pas être possible. Difficile. Merci beaucoup, Myriam Kocaïna.